Alors tout à l'heure, on parlait philosophie. Je ne sais pas si vous y étiez à la conférence précédente. On va rester dans une certaine élévation intellectuelle puisqu'on va maintenant parler de technique. Alors c'est un sujet qui n'est pas forcément digeste, mais on va essayer que ce le soit le plus facilement possible. La technique, en fait, sur les aspects de normalisation. Je ne sais pas si vous savez, mais en France, l'année dernière, sous l'égide de l'INC, l'Institut national de la consommation, le groupe AFNOR a articulé, coordonné les premières normes françaises appliquées aux produits de la vape. Et il s'avère que ces normes françaises sont en train d'avoir un écho aussi européen et vont pouvoir s'élargir dans plusieurs États membres. Alors c'est un fait intéressant puisque quand on a regardé cette directive européenne des produits du tabac arriver, on a tout de suite eu le sentiment que techniquement c'était pas forcément ça. On est passé d'un taux de nicotine très élevé puis bas, puis après la quantité de millilitres d'un réservoir, dont on sent qu'un peu on tâtonne techniquement. Donc c'est très intéressant d'avoir à un moment donné un groupe de discussion avec des professionnels, des acteurs concernés qui se mettent à travailler sérieusement sur ce sujet pour commencer à établir un dialogue éventuel avec les autorités, en tout cas on l'espère. Alors derrière moi ici, de gauche à droite, il y a Peter Beckett qui nous vient de Nerudia. Nerudia, c'est une société qui est basée à Liverpool, si je ne me trompe pas, fabricant de liquide. Ils ont aussi une branche qui s'appelle Nerudia Compliance. Donc Peter Beckett travaille là-dedans. Il propose des services de mise en conformité par rapport au nouveau cadre réglementaire européen. Juste après, on a Grégory Berthoud, qui justement, lui, est de l'AFNOR. Vous excuserez ma voix, hein, c'est pas Jeanne Moreau qui vous parle, c'est bien Guy Armand. Il travaille au département de développement du secteur des biens de consommation, si je me trompe pas. Et puis après, on a le fameux Charlie Perrault, le théâtral Charlie Perrault de la FIVAP et de VDLV, la société basée à Pessac, spécialisée dans le e-liquide. Et puis après, pour finir, on a Alan Depeau, le vice-président de l'IDUS, donc l'association des utilisateurs de cigarettes électroniques en France. Donc on va démarrer ce sujet un petit peu librement. Je sais que Grégory a un document à nous présenter. Charlie a beaucoup de choses à dire. Peter va nous éclairer. Et puis moi j'ai envie de commencer en donnant la parole peut-être à Alan pour rappeler que finalement ces normes-là, on a beau aborder le sujet de manière très technique, on parle avant tout d'un produit, on parle avant tout de consommateurs qui ont des attentes. Les professionnels aussi ont des attentes. Le législateur a des attentes. Mais avant tout, le consommateur a des attentes. En effet, le consommateur, il y a 2-3 ans, se plaignait très souvent, on le savait par le biais des forums des utilisateurs, de certains produits que j'appellerais cowboy. De temps à autre, il y avait des produits qui fuyaient, mais il y avait des doutes certainement exprimés dans nos chers médias concernant le contenu des liquides. Et il y avait une forte demande d'être rassuré que les produits quand même étaient sûrs. Il y a un débat philosophique sur ce que sûr veut dire. C'est pour pouvoir permettre aux consommateurs de choisir, d'avoir des produits qui sont normalisés, certifiés comme étant sûrs. Si le consommateur cherche des produits plus ésotériques, eh bien, ces produits peuvent exister. Un principe très important, c'est que les normes doivent être volontaires, mais néanmoins que le consommateur puisse voir que le fabricant se dit adhérer à des standards et que même des fabricants puissent acheter une norme qui certifie cette adhésion à des standards de sécurité. Donc, nous nous sommes mis aux normes AFNOR. On est venu vous chercher ou c'est vous-même qui avez fait ce pas? En fait, nous étions 4 à demander à l'AFNOR de lancer la démarche. Il y avait certainement l'INC, il y avait les fabricants réunis sous leur fédération. À l'époque, c'était le CACE, maintenant la FIVAP. Et il y avait aussi l'OFT. Pour les étrangers entre nous, l'OFT, c'est l'équivalent de H. Donc nous étions 4 à demander à l'AFNOR de lancer cette démarche. Une démarche qui
Ça a duré en tout 1 an pour arriver à 2 normes recouvrant les dispositifs et les E liquides. Et nous finalisons une 3e norme sur les émissions. Ça semble prendre très longtemps, 1 an pour arriver à 2 normes, 18 mois à 3 normes. En fait, je crois que l'AFNOR dirait que c'est une démarche qui a été menée au pas de charge, très très rapidement. C'est un très lourd boulot. Parce que là, pour le coup, on avait doublé les Anglais, si je me rappelle bien. Ben, les Britanniques travaillent ont travaillé en même temps sur leurs normes, aussi expérimentales. Pour eux, ça s'appelle la PAS. En France, c'est la norme AFNOR XP, expérimentale, c'est-à-dire peut-être amendée au fil de l'expérience des fabricants et des consommateurs, ce qui nous donne une souplesse. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est assez compliqué, ça m'a pris assez longtemps de le comprendre. Il y a une hiérarchie de normes. Donc nous avons nos normes nationaux. En Europe, à notre connaissance, il n'y a que 2 pays qui ont travaillé dessus, donc la Grande-Bretagne et la France. Mais il y a ensuite les normes CEN. Et les normes CEN, donc au niveau européen, une fois élaborées, remplacent entièrement les normes nationales. Donc il y a une hiérarchie. Et entre-temps, les normes nationales sont d'application. Mais le CEN travaille sur ces normes européennes que nous espérons fortement influencer. Alors ces normes, CEN ou CEN, selon comment on le prononce, elles prennent comme base les normes françaises, puisque c'est la France qui préside ce nouveau comité européen. Grégory, si on parle justement de cette base-là, aujourd'hui elle est comment cette base? Elle est saine, elle est stable, elle est encore à un état embryonnaire. On a une base assez solide aujourd'hui pour commencer à s'élargir sur un cadre européen? Effectivement, comme le disait Alan, les 2 premières normes ont été publiées donc en avril dernier. Donc on a un retour, c'est quand même assez neuf. Par contre, on continue aussi à travailler sur l'aspect de la caractérisation des émissions, puisque les 2 premières normes traitaient des dispositifs de vaporisation et puis des e-liquides. Mais c'était une base suffisamment déjà aboutie pour pouvoir d'ores et déjà positionner cette expérience et cette initiative française au niveau européen et de les proposer aux 33 pays qui sont membres du Comité européen de normalisation, puisqu'on a les 28 pays de l'Union européenne, mais on élargit ça à l'ensemble de l'espace économique européen, y compris à d'autres pays qui aujourd'hui ne font pas partie de l'Union européenne, mais comme la Turquie par exemple. Voilà. Donc vous verrez tout à l'heure dans les éléments que je pourrais vous présenter plus sur le processus, le cadre dans lequel les travaux européens vont se dérouler. Mais ce qui est un signal très très positif aujourd'hui, c'est que le fait d'avoir réussi en 1 an, ce qui pour nous est un temps vraiment très court, puisque une fois qu'on a créé ensemble avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des intérêts qui peuvent être parfois divergents au départ d'une démarche, mais qui à la fin convergent vers un équilibre dans le niveau de sécurité, dans les exigences qui sont là en fait dans les normes volontaires, pour rassurer les consommateurs, les pouvoirs publics, en particulier sur un produit, la cigarette électronique, sur un marché naissant et qui était de nature à poser question pour les pouvoirs publics, notamment sur la question de son statut. Donc voilà. Alors il y a une avancée en parallèle, il y a la norme AFNOR française qui se développe, il y a les nouvelles normes européennes aussi en parallèle. Charlie Perrault, cette présidence de la France de ce comité européen, elle vous paraît évidente ? Alors évidente, non, c'est juste un constat effectivement peut-être de vitesse. Au rugby on perd contre l'Angleterre, peut-être que là par chance on a gagné.
non, je crois que je voudrais aussi rajouter un élément fondamental à ces réunions de constitution de projet de normalisation. C'est qu'autour de la table, il y avait bien évidemment les consommateurs, il y avait les fabricants que je représente aujourd'hui, fabricants de matériel, fabricants d'e-liquide, et puis surtout, il y avait aussi l'avis des distributeurs qu'on sous-estime un petit peu là, mais les distributeurs sont les premiers à être en relation commerciale avec les consommateurs, donc oui, ils avaient besoin. Alors, ils nous ont fait confiance, ils nous disaient, on espère que vous allez établir des normes, on a besoin aussi d'être des magasins reconnus, pour être des magasins reconnus, ayant des produits reconnus. Donc, j'entends soulever ici qu'on a été aussi, nous fabricants, poussés par les distributeurs à améliorer le matériel. Et puis autour de la table, au-delà des institutions qui étaient bien sûr là pour manager un petit peu et suivre ce débat, il y avait aussi il y avait des personnes qui nous ont pas surprises d'être là, mais qui nous ont surprises de venir appuyer autant sur le débat technique. Ce sont les fabricants de cigarettes qui étaient présents pour dire nous aussi nous faisons des produits de la vape. Alors en France on leur disait certes, mais vous représentez une très faible partie du marché, donc vous avez le droit à la parole, mais sachez que l'esprit vape et l'esprit des vapoteurs et ce que les consommateurs attendent, ça va venir des consommateurs, des fabricants qui sont vraiment concernés sur la question depuis le début de l'histoire. Donc voilà, je voulais préciser cette information. Alors tout ça nous a conduit vers des débats houleux parfois, stratégiques souvent, et je crois que la stratégie c'est un outil que l'industrie du tabac pilote très très bien. Nous sommes peut-être un petit peu moins organisés, par contre nous sommes convaincus que nous avons le bon vecteur parce que nous sommes au contact permanent des consommateurs, et je félicite aujourd'hui l'AFNOR d'avoir compris ça. À savoir, les géants du tabac, vous maîtrisez l'acte de fumer, il est question de l'acte de vapoter, donc on va se tourner vers les professionnels qui la font depuis l'origine de cette histoire. Grégory, au sein de l'AFNOR, des tensions, vous avez vu un certain clivage, vous avez senti qu'il y avait une dynamique très particulière quand vous avez abordé ce sujet des normalisations pour les produits de la vape par rapport à d'autres produits de consommation ? Comme je le disais tout à l'heure, il y avait une incertitude sur la classification du produit qui n'est pas le même dans les différents pays, ne serait-ce qu'en Europe déjà. Donc forcément, nous, notre mission, c'est de proposer, à partir du moment où on reçoit une demande, c'est de proposer un cadre qui va être propice à l'élaboration d'un document de référence et donc de s'assurer qu'on va bien pouvoir arriver à ce consensus, parce que c'est toujours, on raisonne sur des projets pour élaborer un document, et c'est toujours un caractère aléatoire du consensus. Est-ce que finalement l'ensemble des acteurs autour de la table vont arriver à se mettre d'accord? Voilà. Le consensus, ça implique pas l'unanimité, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on a interrogé tout le monde autour de la table. C'est un processus ouvert et transparent, de manière à ce que chacun puisse exprimer des avis. Et puis qu'on puisse en tenir compte dans les documents qui sont produits. Donc forcément, la normalisation, cet accompagnement que l'on propose aux acteurs, on le fait dans tous les secteurs de l'économie. Donc nous avons une répartition par secteur. Moi, je m'occupe plus particulièrement des biens de consommation, du sport et des loisirs, c'est assez large. Mais j'ai des collègues qui s'occupent plus particulièrement de la santé. On aurait pu imaginer que le sujet soit plutôt traité sous cet angle-là, ou sous l'angle de l'agroalimentaire avec la production de tabac, puisque Charlie mentionnait que effectivement des industriels du tabac sont aujourd'hui. Alors voilà, vous avez en face de vous, c'est quand même des professionnels avec un profil bien particulier, en tout cas pour certains. On a vu que dans le comité, il y a l'entreprise Philip Morris par exemple, donc c'est un énorme acteur du marché du tabac. Je crois qu'en France c'est 43% de part de marché. Donc il y a des enjeux économiques qui sont très importants. Peter, vous qui proposez aussi des services comme ça de mise en conformité, en tout cas d'accompagnement dans ce nouveau cadre réglementaire-là, vous sentez qu'il y a des pressions, vous sentez qu'il y a des craintes de la part des professionnels, vous sentez qu'il y a une attente financière très très importante ou pas? It's an interesting question. C'est une question intéressante, oui. Et bon, évidemment, ça va pas être facile. Je me suis couchée à 5 heures du matin pour préparer les séminaires. Est-ce qu'il y a des forces économiques importantes qui vont influer ces normes, ces standards, le débat en France et en Europe et puis internationalement?
le processus, comme je le comprends, c'est une manière de comprendre et de négocier entre les intérêts économiques. Donc, pour nous, c'est plus une négociation. Ici, c'est notre position chez Nerudia, puis on donne cette position à le BSI. BSI met leur position avec Sen. Sen met leur position avec ISO. C'est pas exactement comme ça, mais ça c'est plus ou moins la hiérarchie que des normes qui exigent. Pour nous, c'est un processus de comprendre qui sommes-nous. Dans l'industrie de la vape, nous avons historiquement dit voici, ça c'est la réglementation qui ne marche pas. Alors nous ne sommes pas un produit de tabac, nous ne sommes pas un produit de médicaments, nous ne sommes pas un produit de ci ou ça. Ici, nous avons l'occasion d'élaborer ce que nous sommes, qu'est-ce que nous pensons, et le vrai réglementation qui fits. Sorry to the translators for switching over there. Mais quoi marche? Qu'est-ce qui marche pour nous? Vos clients, là, aujourd'hui, vous, quand vous démarchez des clients, vous avez en face de vous des clients qui sont apeurés parce qu'ils voient l'article 20 de la TPD, mon Dieu, 2 millilitres, mon Dieu, mes flacons, mais moi, je vends du 30 millilitres, c'est marqué 10 millilitres, comment je vais faire? Mon Dieu, les normes d'émission, les notifications 6 mois à l'avance, etc. Donc, vous arrivez en tant que sauveur un petit peu administratif pour ces gens-là. Quelle est votre approche commerciale, concrètement? Simplement... Nous sommes une agence, un service consulting, un service software qui aide nos clients pour... I've forgotten how to speak French. Et donc, en fait, notre raison d'être, c'est d'assister les clients, de les aider et d'être là selon leurs demandes, selon leurs nécessités aussi. Donc, bon... Alors, il faut donner une liste des émissions. Quelle émission? Comment est-ce qu'on fait les tests? Ça c'est les questions qui sont mieux adressées par les comités de standards. Mais en même temps, à mon avis, on attend jusqu'à 2018, 2019 pour avoir un standard, une norme européenne pour comment faire les analyses des émissions. Qu'est-ce qu'on fait au mi-terme? Ça, c'est la question que nous adressons maintenant. Et pour nous, c'est une question, il n'y a pas un standard, alors il faut que, c'est notre responsabilité, donner à nos clients l'expertise à faire quelque chose dans le mi-terme. Et c'est pour nous, ça, c'est la stratégie. Alors, Charlie Perrault, alors vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression, en étant un petit peu un témoin là, de ce qui est en train de se passer, on a d'un côté une société privée basée en Angleterre qui propose des services d'accompagnement justement pour ce nouveau cadre réglementaire qui s'adresse à des clients qui sont en tout cas dubitatifs ou apeurés parfois, et on a d'un côté, j'ai l'impression, un mouvement de groupe un petit peu, même si prend un cadre administratif et de coordination avec un organisme d'autorité aussi, l'AFNOR, etc. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a un peu cette vision un peu privée et un peu publique sur cette table? Alors moi je félicite toutes les solutions qui peuvent permettre de gagner du temps, et je trouve que ce que propose Nerudia est un outil que je trouve très très bien, certainement très bien pensé. J'ajoute juste une petite remarque, c'est que d'abord, et je crois que ce sera l'intérêt justement pour M. Berthoud de nous présenter en fait ce que c'est qu'une norme, et Peter l'a très bien résumé, il y a des normes qui sont des référentiels pour que tout le monde se comprenne et qu'on parle avec les mêmes unités. Et après, il y a bien sûr cette TPD qui veut nous imposer de correctement déclarer tout un tas de paramètres et puis de s'assurer qu'ils sont conformes à des référentiels, dont ceux de la norme. Donc en fait, vous avez un binôme qui doit se constituer, c'est l'argumentaire d'un côté et la compréhension administrative et l'intégration et l'enregistrement de ces validations. Donc je vais laisser la parole à Grégory pour ça. Juste ma remarque sur cette question. Oui, je suis pour des initiatives privées qui peuvent permettre à des professionnels de se développer, mais je suis aussi pour préserver une validation plutôt fédératrice et fédérale autour d'un consensus. Je pense que les vapoteurs se poseraient la question de savoir si c'est une société
société privée qui s'occupe de tout, ou si c'est une société privée qui a été bien mandatée et qui est bien coordonnée par quelque chose d'un peu plus fédéral, dans lequel d'ailleurs je souhaiterais que les consommateurs puissent éventuellement intervenir là-dessus. Donc je pense qu'un rappel technique, normes, obligations réglementaires, administratives puisse se faire, et que les auditeurs comprennent aussi qu'il y a eu des normes françaises pour faire avancer les choses, des normes anglaises pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, une volonté européenne qui rassemble quand même 21 pays sur les 33 cités tout à l'heure qui se sont effectivement positionnés là-dessus, et le CEN n'avait jamais vu ça. En général, sur des questions de cet ordre-là, il y a 7 ou 8 États membres qui sont là, qui disent « ouais, moi ça m'intéresse, j'y vais ». Là, c'était 21, donc c'était salle pleine, et waouh, super, donc on va avancer. Peter, une réaction? I'm sorry, does everyone speak? Can I do this in English? Je vais donc parler en anglais. Et désolé pour les changements de langue, le débat que nous avons ici, c'est très important parce que c'est les normes, la normalisation, c'est fondamental. On a besoin de ces débats. C'est une extension même de tout ce qui concerne, comment dire, l'avancement du débat. Et je pense que c'est important. On doit considérer tout cela de façon plus concentrée, en fait. Donc, en réalité, on veut réaliser et mettre en œuvre tout le processus d'éclaircissement de ces aspects. Donc c'est très important. C'est une étude sur les produits. Bien sûr qu'on peut parler de normalisation des textes et avoir toute une série de détails, de débats. Bon, mais c'est certain que aussi les scientifiques qui doivent intervenir à ce niveau-là, je pense. Notre responsabilité en tant qu'industrie, c'est de répondre à ces 3 ou 4 questions clés. Et c'est ce que nous faisons pour comprendre comment les produits fonctionnent, quelle est la chaîne de valeur, comment les personnes peuvent interagir, comment vous fonctionnez globalement de façon professionnelle. Et donc voilà, c'est ça qui est important. Pour un instant, il faut peut-être oublier tout ce qui est autour, et il faut vraiment ce que nous voulons réaliser qui est fondamental. Et voilà, et après on peut vraiment éliminer toutes les choses qui sont superflues, voire non nécessaires au débat. Dans le concret, maintenant, on va voir avec Grégory, si vous voulez bien, Grégory, dans votre petite présentation, pour arriver à comprendre techniquement exactement qu'est-ce qui se passe, et savoir aussi peut-être, est-ce qu'on est si éloigné que ça, que le cadre réglementaire qui a été écrit dans la TPD? Parce que quand, à un moment donné, on a des professionnels qui ont une expérience de terrain très particulière, j'imagine que vous avez dû être un peu surpris de temps en temps de voir qu'est-ce qu'on vous imposait, non? Alors on va voir ça en détail avec vous. Ok, donc je reviens tout simplement pour resituer un peu la mission d'AFNOR. Comme je le disais, nous, on est garant de créer ce cadre qui va permettre l'expression de tous les acteurs concernés par un sujet. De manière, c'est notre mission de mobiliser l'ensemble des acteurs d'un secteur et de leur apporter cet accompagnement, cet appui méthodologique dans comment bâtir un document de référence pour répondre à des problématiques auxquelles ils font face. Et donc ça, on le fait au niveau qu'ils souhaitent, c'est-à-dire au niveau français pour la cigarette électronique dans un premier temps, et aujourd'hui au niveau européen. Ce qu'il faut savoir, Alain Depaul le disait tout à l'heure, c'est que lorsqu'on lance des travaux européens, lorsqu'on fait une norme européenne, eh bien, cette norme européenne, elle va à terme, une fois publiée, remplacer les références, les normes nationales existantes sur le même sujet. De plus en plus, on fait également des normes au niveau international. Alors, une question bête, mais pourquoi ne pas avoir commencé par les normes européennes, si les normes européennes vont surclasser les normes françaises? Easy, one step at a time. Alors on s'est effectivement posé la question lorsque l'on a reçu la demande des acteurs l'année dernière, enfin en avril 2014, de quel niveau était le plus propice à obtenir ce consensus. Sachant que les pouvoirs publics au niveau français, la Direction générale de la santé et celle de la répression des fraudes étaient plutôt partisanes au départ de commencer directement au niveau européen, puisque on était dans le contexte de publication de la directive tabac. Mais en y réfléchissant bien, on a un processus d'élaboration d'une norme européenne où il faut
arriver à trouver un accord, un consensus avec les 33 pays. Dans les faits, Charlie le disait, on est plutôt autour d'une dizaine de pays en règle générale, mais déjà se mettre d'accord à 10 autour d'un texte, c'est pas forcément évident. Donc, arriver à se mettre d'accord au niveau national, que ce soit en France ou en Angleterre ou dans n'importe quel autre pays, et ensuite proposer sur la base de cet accord, ça nous donne déjà une garantie d'arriver plus vite à la possibilité d'élaborer une norme au niveau européen. Si je pourrais rajouter, il était bien plus facile pour les consommateurs de participer au niveau national. Donc nous étions parmi ceux qui demandaient qu'une démarche de normalisation soit lancée. L'AFNOR a accepté dès le premier jour que les consommateurs y participent. Au niveau européen, c'est beaucoup moins évident. Bien que là où la CEN dit vouloir impliquer les consommateurs lors de leur démarche, ce n'est pas évident. Et au jour d'aujourd'hui, nous, l'EDUS, nous avons demandé et postulé que nous soyons impliqués comme organisation de liaison, donc de partenaires non votants, mais de partenaires actifs au niveau du CEN. Ça a été soumis au vote, je ne connais pas le résultat du vote, mais ce n'est pas du tout évident. En partie parce qu'il n'existe pas d'association pleinement et ouvertement et de façon évidente européenne de consommateurs. Nous nous rapprochons parce que nous sommes la plus grande association de l'Europe, nous avons des membres partout en Europe. Mais néanmoins, c'est une démarche compliquée. Au niveau national, les consommateurs peuvent être impliqués. Je crois que nous l'avons été d'une façon extrêmement active. Et secondo, nous espérions, je sais pas si, je crois que l'AFNOR en était quand même conscient, nous espérions, les fabricants, les consommateurs et aussi l'OFT, influencer l'élaboration des lois nationales en France. Et nous espérions, une fois notre norme nationale publiée, influencer la démarche au niveau européenne. Pardon, mon français n'est pas si bon à la fin de la journée. Donc voilà de très bonnes raisons pour nous lancer d'abord au niveau national. D'accord. Un mot, Peter, avant de commencer la présentation de Grégory. We're talking about process again. Oui, c'est sûr, on parle de différents niveaux, on parle des normalisations. On doit peut-être cesser de cela, on doit penser au marché, aux consommateurs, n'est-ce pas? On ne doit pas penser de façon trop globale. Yeah, and a juice. Et puis, c'est l'EDUS qui doit être au centre de ça. Et si seulement on avait l'EDUS au Royaume-Uni, ça changerait bien des choses. Ils seraient beaucoup plus impliqués, les gens seraient beaucoup plus impliqués, les marchés seraient plus clairs, les médias, ceux qui sont en particulier négatifs, qui donnent de la mauvaise information, seraient aussi plus clairement vus. Et donc... Marque qu'on donne un produit, un liquide, un mécanisme qui nous permettent à dire nous avons fait ce que nous pourrions faire pour rassurer le consommateur que nous avons un produit qui est, on choisit un nombre, 5% de la risque d'une cigarette, 2%. Les nombres sont là plus pour la publicité, mais c'est important. Il faut que nous avons un droit à dire que nous avons fait nos due diligence. Et voici, ça c'est ce que nous faisons. C'est le processus, it's a means to an end. C'est un des rares And that's all it is. C'est un des rares produits qui a été fait pour les vapoteurs, mais d'une certaine manière qui est fait par les vapoteurs. Alors Grégory, on peut rentrer dans le détail si vous voulez bien avec votre présentation. Je vous laisse continuer.
Oui, l'idée c'était que donc on a mis en place une commission de normalisation qui était spécifiquement dédiée à la cigarette électronique. On a vu tout à l'heure que ça c'était pas gagné d'avance forcément, mais que nous, dans notre réflexion, en tout cas au niveau d'AFNOR, c'était la solution qui nous paraissait la plus efficace pour aboutir à un consensus. Et ensuite, pendant un an, il y a eu des réunions de travail successives avec plus de 70 experts autour de la table, donc là qui rentraient dans le détail de à quel niveau de sécurité on doit positionner tel ou tel aspect de la norme. Et ensuite, eh bien, on a réussi à trouver le bon équilibre en fait au travers des 2 premiers documents. De manière à rassurer les consommateurs, les pouvoirs publics aussi, tous les acteurs de la santé, mais en soutenant le marché, le développement du marché de la cigarette électronique, et sans le figer. Voilà, donc il y avait un aspect de ne pas limiter, de ne pas brider l'innovation, notamment en matière de produits et de e-liquide. Voilà. Et c'était aussi cette première réponse, puisque c'était les premières normes volontaires au monde. C'était un moyen aussi pour les acteurs français, puisque le document ne s'applique qu'en France, de se préparer à l'application de la réglementation et de la directive. Et puis montrer aux autorités qu'ils pouvaient faire preuve aussi d'autodiscipline. Je pense que c'est ça qui est important de souligner. Tout à fait, et les autorités étaient partie prenante Alors là, il y a un nom qui m'intéresse quand même sur cette page, c'est Bertrand Dotzenberg, qui est un pneumologue qui travaille à la Salpêtrière en France, qui est très médiatisé, qui a une autorité naturelle, en tout cas, qui a un dialogue déjà établi avec le ministère de la Santé. Au niveau européen, vous avez comme ça aussi quelqu'un, une blouse blanche, si je peux m'exprimer ainsi, pour un peu crédibiliser votre approche. Alors, Bertrand Dotzenberg reste impliqué, puisqu'il reste le président de la commission de normalisation. Ce que Peter expliquait tout à l'heure, c'est que dans les travaux européens qui vont se dérouler, c'est un mécanisme de représentation indirecte, c'est-à-dire que les commissions qui existent, il y a une commission dans chaque pays, et elles établissent les positions nationales qui vont être ensuite débattues par des représentants qui seront nommés pour cela. Donc voilà, selon les groupes de travail qui vont être mis en place au niveau européen, eh bien, il y en a certains où Bertrand Dotzenberg pourra siéger, et puis dans d'autres, ce sera d'autres représentants comme Charlie ou Alan. Et voilà. Et ça vaut la peine d'ajouter que, et là je ne fais aucune référence du tout au rôle du professeur Dotzenberg, pas du tout, mais au niveau CEN, il y a l'œil de Moscou qui est présent. La commission impose sa présence, donc elle est présente au niveau CEN. On parle de personnalité. On parle des processus, et ça c'est bon, mais en même temps il faut vraiment considérer ce que nous voulons faire avec le standard. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une commission, c'est un document qui explique ce que nous pensons comme industrie est nécessaire pour nous, pour rassurer les consommateurs. Et c'est important que les consommateurs soient représentés, parce qu'il faut les demander ce qu'ils veulent. On ne sait pas, on peut avoir cette conversation un peu abstracte de il y a cette commission-ci, cette commission-là. C'est une conversation entre ceux qui ont un intérêt pour comprendre ce qu'ils veulent, comment ils veulent les présenter les produits, présenter les normes de safety. What's safety in French? Sécurité. Sécurité. Je devrais savoir ça. Comment est-ce qu'ils veulent présenter les produits, ce que les consommateurs devraient expecter quand ils achètent un produit. Comment un fumeur, qu'est-ce qu'un fumeur devrait expecter quand ils achètent une cigarette électronique? Moi, je préfère le terme performance standards. Why don't we go with that?
pourquoi ne pas utiliser cela? Pourquoi ne pas adopter cette expression? Et arrêtons d'avoir cette conversation abstraite concernant la manière dont on peut s'organiser. Ayons une conversation sur le fond concernant la manière dont ces produits devraient être présentés et compris par le marché. C'est ça la discussion qu'on devrait avoir avec les politiciens et tous les gens autour de cette table. Voilà, c'est juste pour faciliter cette conversation. Un petit peu dans votre document, pour regarder un peu comment ça se structure. Oui, tout à fait, mais on rejoint tout à fait les propos de Peter. Hein. C'est bien justement dans les groupes de travail européens que vont se définir en fait les règles du jeu, cette référence au niveau de performance que l'on attend, puisque là, sur la pyramide que vous voyez, on s'aperçoit bien que les normes qui sont élaborées, alors AFNOR ou celles du Comité européen de normalisation ou celles du BSI en Angleterre, ce sont des documents d'application volontaire, mais ils viennent en application des réglementations existantes, donc la directive tabac, mais également la directive sur la sécurité générale des produits que mentionnait Alan au départ, hein, sur le fait d'élaborer ces futures normes européennes sur les cigarettes électroniques, les e-liquides, eh bien, ces normes seront quelque part la traduction de ce qu'on entend par est-ce que moi, en tant que fabricant ou distributeur d'un produit, j'ai la garantie d'avoir mis tous les moyens en œuvre pour m'assurer que j'ai bien respecté mon obligation générale de sécurité. Voilà. Et puis, bien sûr, en termes de performance, effectivement, l'utilisateur, le consommateur, il attend que son produit il fonctionne comme c'est prétendument le cas quand on lui vend ce produit. Alors, tout ce qui va être fait dans cette démarche, c'est effectivement bâtir les références communes, cette fois-ci non plus au niveau français, elles existent. Donc pour le moment, nous les acteurs français, on a ces documents de référence à disposition, on peut les appliquer. Et maintenant, le tout, c'est de les construire avec l'ensemble des autres pays européens. Il y a un an, jour pour jour, je m'exprimais sur l'initiative française ici même, le 22 septembre 2014, et avec une représentante de l'ECITA britannique et puis un représentant du Comité européen de normalisation. Et on voyait déjà poindre cette volonté partagée d'aller au niveau européen, sachant que la Commission européenne avait dans ses cartons l'hypothèse de faire un mandat, c'est-à-dire de donner un mandat au CEN, faire une demande de normalisation pour normaliser la cigarette électronique. Donc quelque part, là, on a devancé la Commission européenne, et c'est pas un hasard si lors de la première réunion du comité technique européen qui a été créé à la demande de la France, donc le 22 juin 2015 à Paris, eh bien la Commission européenne était représentée. Voilà, l'accueil, c'est quoi à la Commission? Quand vous arrivez vous mettez sur la table les premiers documents de travail. En juin 2015 se tient la première réunion de ce comité-là. Quel accueil on vous a réservé? Est-ce qu'il y a eu une compréhension, un étonnement? Comment ça s'est passé à peu près? Alors là, j'étais pas personnellement présent, donc mes collègues pourront témoigner, hein. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que c'est pas nous qui allons à la Commission européenne, mais c'est eux qui viennent siéger à notre réunion. Quand on est sur une première réunion d'un comité technique, ce qu'il faut savoir, c'est que le comité technique, lui, va avoir en charge le pilotage global du projet. Et ensuite, la première réunion, elle sert à déterminer la feuille de route et déterminer l'organisation, la meilleure organisation possible pour arriver au résultat qu'on souhaite, c'est-à-dire la publication des normes européennes qui seront utiles aux acteurs du marché. Est-ce qu'on peut avoir ce sentiment que l'ATPD c'est un carré et les normes c'est un triangle et on essaye de les faire rentrer l'un dans l'autre? Ou est-ce qu'elles collent plus ou moins? Est-ce qu'on est très éloigné? Moi, j'aimerais bien comprendre quel est le niveau d'éloignement entre la réalité de terrain technique des professionnels qui
connaissent très très bien leur métier, des consommateurs qui connaissent très très bien leurs attentes, et puis ce qui a été défini dans les hautes instances politiques au niveau européen. Quel est le décalage ? Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est deux processus très différents, c'est-à-dire que dans un cadre au niveau de la Commission européenne, vous avez un processus de concertation qui passe par les États membres. Donc les représentants des États membres sont les pouvoirs publics. Donc ça, c'est le mécanisme de prise de décision, très politique. Nous, notre cadre, il est aussi il est fixé, mais il est transparent et ouvert à tous. C'est-à-dire que nous, le principe même des travaux qui sont menés dans une enceinte de normalisation, c'est la concertation entre l'ensemble des acteurs qui vont être intéressés ou impactés par les documents. Voilà. Donc à ce titre-là, il n'y a pas seulement les pouvoirs publics, la Commission européenne, mais il y a l'ensemble des acteurs. En général, on ne va pas aller dans un document de normalisation contre la loi. Hein. Voilà, Charlie, pour donner une autre image, pour que les gens comprennent, est-ce qu'on est en train de jouer au foot dans un bocal, quoi? C'est ça ma question. Oui, non, mais j'aime bien quand tu dis, est-ce qu'on fait rentrer un triangle dans un carré? Moi, je pense plutôt qu'il y a le fond et la forme. Et il a justement fallu d'abord organiser un petit peu la forme. Ça, c'était l'objet de la première réunion. On va rentrer dans le dur. Le dur, ça va être effectivement d'à la fois argumenter le pourquoi, et c'est là où j'en reviens sur ce que la volonté que la FIVAP a voulu défendre à ce moment-là, c'est de dire certes, mais nous n'oublierons pas que dans le fond, ce métier qui est venu, on va dire, comme ça, surprendre tout le monde, a quand même généré une professionnalisation des connaissances et qu'elles viennent de là. Ces connaissances devront donc être entendues. Donc on va défendre techniquement. Et l'avantage de cette défense technique, c'est que la France vient avec un document appuyé, écrit, et qu'à ce titre-là, elle a récupéré la présidence de ce comité de normalisation. Alors la FIVAP, c'est pas elle qui va dire c'est comme ça et pas autrement. C'est par contre elle qui va animer les choses de manière à ce que, évidemment, tout le monde puisse être entendu, mais sans jamais oublier le métier de la VAP. Parce que c'est de là aussi que ça vient, et donc pour les vapoteurs. Donc ce seront dans un triangle, moi je pense plutôt fond et forme, et heureusement, lorsqu'on prépare un document, lorsqu'on rédige une simple rédaction, eh bien on doit penser au plan, et ensuite on a des choses à dire. Peter, un espoir que ces travaux-là, qu'ils soient ici à l'AFNOR ou chez Nerudia, ou en tout cas tous ces élans de professionnalisation dans le cadre de ces normes-là, est-ce qu'on a un espoir d'une éventuelle mise à jour un jour de cette TPD? On a un espoir d'une concrétisation, de dire ah ouais, effectivement, d'après les documents que vous avez préparés, on comprend qu'un réservoir, c'est difficile qu'il fasse pile 2 millilitres ou qu'un flacon fasse pile 10 millilitres, etc. Est-ce qu'on peut avoir cet espoir-là de modification? Je pense que ça c'est un faux débat, vraiment. On met les relations entre ces documents que vous avez fait complètement rationnellement. Et ça va, mais pour moi, je le vois, je vois le procès comme j'ai dit, comme une conversation. Et grâce à les organisations comme AFNOR, on peut avoir des réunions ensemble pour discuter les idées comme vous avez élaboré. Mais ce n'est pas entièrement le point de vue des consommateurs. Mais j'ai une question pour toi, Alain, parce que c'est pour vous que, effectivement, on le fait. C'est pour les consommateurs, pour rassurer les consommateurs. Qu'est-ce Alain, que tu veux? Vous êtes convaincu par ce qu'il dit là? Qu'est-ce que tu veux que le standard dit? Qu'est-ce que tu veux qu'il fait? Alors tout d'abord, si c'est à propos de nous, mieux vaut que nous soyons impliqués directement. Si je peux dire le fond de ma pensée, de la pensée de l'EDUS, d'abord en se référant à ce qui s'est passé durant la démarche AFNOR, avec des objectifs très très bien décrits par Grégory, très très bien, j'admire vos planches. Tout au début de cette norme, nous avions eu des débats très intéressants et même mouvementés, et nous avons pu nous assurer que la norme recouvrait toute la gamme de produits de la cigarette électronique. Toute la gamme. Non seulement les cigalikes,
les produits simplifiés de seconde génération, mais ceux qui sont, disons, un peu plus compliqués, les modes, même les mécas si nous le pouvions. Nous voulions absolument assurer que les normes ne parlaient pas, ne spécifiaient pas, n'imposaient pas. Le mot imposition est très dur parce qu'on parle de normes volontaires, mais néanmoins, je le reprends, on n'imposait pas les 20 mg, les 2 millilitres, les 10 millilitres. La norme, ce n'est pas la reprise des éléments de la TPD, on est bien d'accord. C'est pas évident, mais nous nous sommes mis d'accord. Donc, dans la norme française, on ne trouve pas de référence, pas de limite de 20 mg par millilitre. On ne retrouve pas les 2 millilitres, on ne retrouve pas les 10 millilitres. Évidemment, toute norme doit adhérer à la loi, mais il ne faut pas la répéter. Et ce n'est pas. Et nous avons peur qu'au niveau européen, pas tous soient convaincus que ce soit la bonne approche. Évidemment, au niveau AFNOR, au niveau national, on adhère aux lois, mais on ne les répète pas. Est-ce qu'au niveau CN, on va retrouver d'abord cette volonté de recouvrir toute la gamme de produits? N'oublions pas que les filiales des entreprises du tabac, qui ne produisent quasiment que des cigalikes, sont là, et ils ont leur méthode d'analyse. Nous devons nous assurer qu'on va au-delà. Nous devons nous assurer qu'on n'impose pas des choses qui se retrouvent dans la loi. Au niveau CEN, comme l'a bien dit Grégory, du reste, la Commission européenne peut imposer un comité technique sur un sujet. Ça a été fait à la demande de l'AFNOR. Mais au niveau CEN, le lien avec la loi est peut-être plus proche. Le CEN, après tout, est reconnu par la Commission européenne par règlement. Est là aussi pour soutenir la loi, plus directement. Alors et le dernier point, mais j'y insiste, pas tous les acteurs sont, et je parle du point de vue consommateur, sont pro-vape. Il y en a qui le sont, mais il y a des pays qu'on sait a une attitude très mitigée vers la vape point barre. Quelle est l'attitude du DEN? Quelle est l'attitude de la délégation espagnole? Et nous nous attendons à des débats bien plus durs. À la fin, le compte, c'est du cœur que nous parlons. Nous pensons qu'il y aura bien plus de difficultés à arriver à une norme CEN qu'il y a eu à arriver à une norme nationale. Grégory, vous souhaitez... C'est très très intéressant. Ce qu'il propose, c'est qu'un standard, c'est pour ouvrir le marché, pas pour fermer le marché. Et ça, c'est ce que nous avons oublié dans l'industrie. Ouais, en même temps, Charlie disait effectivement que les normes ne répétaient pas la TPD, mais en même temps, Alain dit aussi qu'il faut bien qu'elle soit conforme en même temps à cette TPD pour qu'elle puisse vivre dans cet environnement réglementaire. Grégory, est-ce que vous voulez bien développer, parce qu'on va commencer à être court sur la durée de la conférence, on peut aller... Oui, alors je disais simplement que donc on a eu cette première réunion où tout le monde... grosso modo, a fait connaissance et s'est mis d'accord sur une feuille de route, ce qu'on appelle un business plan. C'est plutôt un document d'information qui permet de dire vers où on veut aller. Et il y a des premières décisions qui ont été prises, et notamment sur l'organisation et le fait qu'il va y avoir 4 groupes de travail qui vont être mis en place. Donc il y a une consultation en cours et chaque pays va pouvoir nommer des experts dans chacun des 4 groupes. Donc on retrouve les 3 groupes qui correspondent aux parties de normes françaises sur le dispositif de vaporisation, les liquides et la caractérisation des émissions. Mais un groupe assez intéressant, et c'est vraiment, ça a émergé de cette première réunion, sur la terminologie, parce qu'apparemment il y a eu des débats. Donc voilà, il y a ces 4 groupes, et chaque groupe va être piloté par un pays. Donc c'est au pays aussi de se porter candidat et de proposer un animateur des débats dans chacun de ces groupes. Et c'est dans ces groupes-là que vont être réellement écrits les projets de normes, et qui seront ensuite validés dans un processus un peu itératif, avec des étapes clés qui vont être l'enquête publique, dans lequel, à un moment donné, une fois que les groupes auront
considéreront qu'ils auront fini leur travail de discussion technique, de mise au point du document, eh bien ce projet sera proposé, le projet de norme sera proposé à l'ensemble des 33 pays qui auront à se prononcer. On fonctionne un peu sur le même modèle dans l'élaboration d'une norme européenne que dans la prise de décision au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire que, bien sûr, on est dans une démarche consensuelle, mais à un moment donné, il faut bien arriver à déterminer le niveau de consensus obtenu. Et à ce moment-là, eh bien, chaque vote d'un pays représente un poids particulier. C'est calculé en fonction du PIB de chaque pays et de la population de chaque pays. Donc tout à l'heure, je vous disais que c'était plus large, les membres du CEN, que les seuls membres de l'Union européenne. Mais par exemple, la Turquie a 29 voix, comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni ou l'Italie. Voilà. Et il faut que quand on additionne le nombre de voix qui ont été exprimées à cette étape de l'enquête publique, pour que le document soit adopté en tant que norme européenne, il faut qu'il y ait 71% ou plus des votes exprimés qui soient positifs. Voilà. En termes de délai, là, on peut s'attendre à quoi là la première réunion a eu lieu en juin. Alors, je le mets juste après, mais les premières discussions vraiment techniques au niveau des groupes de travail vont débuter en tout début de l'année 2016. Donc on est aujourd'hui sur un horizon à 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, c'est le temps nécessaire à chacune des réunions de groupe de travail. À l'issue de chacune des réunions de groupe de travail, en fait, les représentants viennent faire un petit rapport de ce qui s'est dit, des avancées, de ce qu'on a obtenu, de ce qu'on n'a pas obtenu, puisque Peter évoquait un jeu aussi de négociation et puis de compromis. À un moment donné, voilà, et donc on reprépare des positions pour la réunion suivante. Pour l'instant, c'est un processus itératif, mais qui permet d'arriver vraiment à dégager des accords. On a quel taux de participation? Parce que on comprend que la France préside, on voit que la Turquie est influente, il y a certains pays qui sont importants dans cette liste-là. Quel taux de participation on a? Là, sur la première réunion européenne, on n'a pas encore de visibilité sur le nombre d'experts qui vont être nommés dans les groupes de travail et puis par quel pays ils vont être animés. Mais au niveau de la première réunion du comité technique, on a déjà eu des représentants de 20 pays différents. Donc il y avait plus de 70 personnes autour de la table. C'est assez énorme dans des réunions classiques de normalisation. Au-delà de 20 personnes, ça devient très difficile d'avancer. Voilà. C'est pour ça qu'au niveau français, où je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 60 à 70 experts aussi qui participaient, on avait choisi une formule un peu intermédiaire aussi pour avancer. C'est-à-dire qu'il y avait 2 groupes qui avaient été spécifiquement créés au sein de la commission de normalisation. Ça vous surprend qu'il y ait tant d'engagement de la part des professionnels? Est-ce que, selon vous, ça traduit aussi les enjeux économiques qui sont derrière? Tout à fait. Certains acteurs ont évoqué même que c'était fondamental pour le devenir même du marché et le fait que ce marché va subsister dans l'avenir. Donc effectivement, c'est souvent l'indicateur de forts intérêts, de forts enjeux économiques. On a des commissions de normalisation où on a du mal à avoir une dizaine de personnes autour de la table, et puis on en a d'autres où il y a beaucoup plus de monde, et c'est le cas de la cigarette électronique. Appelons un chat un chat. Vous avez la France et l'Angleterre qui arrivent avec un historique de réflexion, et en face des pays qui arrivent avec un historique monétaire et qui se positionnent pour brider les avancées en termes de déploiement et d'innovation et de protection des consommateurs. Point barre. Donc effectivement, on se retrouve à la fois dans une dynamique qui permet de manière, dans la pensée qu'on va aller vers quelque chose d'extrêmement positif. Et effectivement, on a quand même l'impression qu'il y a un entonnoir qui s'appelle des pays intéressés et des pays intéressés autrement, qui sont là pour éventuellement écraser l'un ou l'autre. Donc non, c'est comme ça que ça va se passer. Moi, elle m'intéresse cette ambiance de travail, parce que c'est vrai que je me mets à la place de l'auditeur et puis du consommateur aussi, parce que c'est des sujets qui sont très techniques, qui sont bien particuliers.
Quelle est l'ambiance? Quels sont les plus forts contrastes qu'on arrive à noter chez les participants? On voit que, par exemple, il y a le Coresta, qui est une entreprise bien particulière, il y a Philippe Maurice, qui est dans le tas, il y a la FIVA, puis il y a l'EDUS, il y a tout un tas d'acteurs avec des profils qui sont très différents. On a parlé tout à l'heure, il y avait des enjeux économiques importants, mais quels sont les plus gros contrastes, les plus grosses, vulgairement parlant, les plus grosses engueulades que vous avez vues, vous, Grégory, au sein de l'AFNOR, c'est sur quel sujet? Alors en France, on est souvent confronté à une confusion entre ce qu'on appelle les normes volontaires, qui sont gérées au niveau par des organismes nationaux de normalisation, et la réglementation dans un langage commun. Aujourd'hui, on est dans un lieu recevant du public. Il y a une loi en France sur l'accessibilité. Et dans le langage commun et repris partout dans les médias, par les représentants de collectivités territoriales aussi, qui sont principalement concernés par la mise en application de cette loi, on va parler de normes d'accessibilité, alors qu'on n'est pas sur le même registre. Donc c'est souvent le fait que, et ça me réjouit aujourd'hui d'entendre les différents intervenants, c'est qu'aujourd'hui souvent, on perçoit les normes volontaires comme des contraintes, alors que ce que j'ai entendu cet après-midi, Peter le rappelait, et, Charlie et Alan également, c'est que c'est au contraire, dans les travaux européens qui s'ouvrent, c'est plutôt une opportunité de définir soi-même les règles du jeu, plutôt que ça vienne des pouvoirs publics, de la Commission européenne. Voilà. L'argumentaire fondamental vient de la filière et des consommateurs. Et donc forcément, ça nous donne du crédit. Tu parlais d'ambiance. L'ambiance, c'est très simple. C'est que quelquefois, on a un document qui arrive qui est une suggestion, notamment de la part des industriels du tabac, qui disent, voilà, excusez-nous, mais c'est pareil, je vais être franc. On a écrit la TPD, vous seriez gentil, s'il vous plaît, de bien suivre le plan établi. Eh ben, non, mon coco, je suis désolé. On a, nous, écouté les vapoteurs. On a nous-mêmes, pour des questions industrielles, de développement, d'innovation aussi, dont on parle pas assez, parce que là, on veut nous caler une vieille cigarette qui date de la vieille époque 2011-2012. Moi, quand je vois dans un salon comme ici les innovations qu'il y a, mais j'ai envie de dire, mais pourquoi on utilise une norme, une volonté napoléonienne, alors que on est aujourd'hui en 2015, quoi. Donc non, ça se suffit. À un moment donné, il va falloir qu'ils nous écoutent. Et je trouve même bizarre quelquefois leur silence, parce qu'ils nous disent, mais nous vous écoutons. Alors du coup, on est tout content, on s'exprime, c'est bon. Alors on va vous dire ce qu'on a vu, ce qu'on a découvert, voilà comment on avance. Et puis bizarrement, ils posent des questions, et les questions tendent vers ah ouais, c'est intéressant ça, je note. Donc on a envie de se taire et on a envie de parler, c'est assez frustrant. Mais je suis persuadé que si les vapoteurs, et là j'en appelle à la mobilisation générale, si les vapoteurs font référence au savoir-faire des professionnels français et étrangers qui se sont réunis aujourd'hui, et si tout le monde arrive à faire entendre d'un point de vue politique, j'entends politique, c'est-à-dire c'est pas ouais, je vais derrière Facebook faire un j'aime sur un avis positif, c'est carrément rejoindre les associations, aller parler aux politiques, aller leur dire Madame la députée Michel Delaunay, vous vous mettez le doigt dans l'œil, parce que ce que vous dites c'est faux, et vous travaillez certainement pour quelqu'un d'autre pour en arriver à de telles conclusions. Donc cette défense-là, elle est fondamentale. Le salon de la VAP, c'est le plaisir, mais il faut aussi que ce soit l'entente des concertations de manière à aboutir, grâce à des professionnels de la normalisation, d'aller infléchir une position politique pour que ce ne soit pas une norme d'intérêt économique privé dont vous connaissez les réceptionneurs de cet argent, mais plutôt d'intérêt général. Alan, vous, ce discours, il vous rassure, cette relation que vous pouvez avoir avec les professionnels, parce que là, on est vraiment dans une... c'est pas une coexistence, c'est carrément du travail collaboratif. Ça vous rassure d'entendre Charlie parler comme ça, de cette manière? Oui, évidemment. C'est absolument essentiel que nous retenons notre indépendance, mais que nous travaillions en parallèle et en coopération. Et c'est évident que sans l'industrie, il n'y aurait pas de consommateurs. Mais ce que Charlie dit est absolument vrai. Un exemple très concret. À la première réunion de l'AFNOR, nous nous sommes mis d'accord que nous nous occuperions de définir un mécanisme de remplissage sans fuite. Vous savez que la directive veut que ces dispositifs contiennent un mécanisme de remplissage sans fuite. Le mécanisme existe déjà, ce sont les Siegel-like, ce sont les systèmes fermés, scellés.
Eh bien, nous nous sommes mis d'accord que nous le ferons, même si la Commission européenne s'est arrogé le pouvoir, s'est mandaté le pouvoir de le faire. Il y a un travail actuellement effectué par un consortium qui s'appelle Eurest, mandaté par la Commission européenne pour définir un système de remplissage sans fuite. Ce sera une usine à gaz. Eh bien, nous l'avons fait au niveau de l'AFNOR. Et je dois dire que ça a été proposé, je crois que Charlie sera d'accord, par l'EDUS et immédiatement soutenu par la FIVA, en la forme de Charlie, qui a fait un diagramme, vous pouvez le trouver dans la norme AFNOR, très très simple, qui veut que le fabricant d'un dispositif indique le diamètre de l'ouverture de remplissage et que le fabricant ou distributeur de la bouteille indique quel est le diamètre de l'embout. C'est simple, ça coûte rien. Nous avons une solution, nous avons un mécanisme de remplissage sans fuite. Là, on a travaillé ensemble. Il fallait sécuriser, ça peut faire rire certains de voir ces petits pictos apparaître sur les étiquettes, mais ça évite des choses qui auraient été très lourdes à gérer, qui auraient peut-être même fait couler les boîtes. En fait, on a essayé d'être malin, à savoir, eh bien, les vapoteurs ne sont pas des abrutis, donc on va leur donner une information qui consiste à savoir si papa et maman vont pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Exactement. Et au CEN, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que le représentant de la commission qui s'y trouve acceptera une telle solution. Donc voilà un exemple où il y aura des négociations. Ça ne m'étonne pas du tout s'il n'y aura pas un choc. Eux, ils veulent une usine à gaz. Eux, là je parle comme consommateur, mais j'en suis quasiment convaincu, ils écoutent les lobbies. Des lobbies qui disent « bah oui, mais un système scellé, propriétaire, ça existe. C'est cela qu'il faut avoir. » Donc on voit, je crois, clairement l'occasion d'un vrai choc. Cette fameuse opposition avec ce qu'on appelle les open systems, les systèmes ouverts, qui sont diamétralement opposés à ceux proposés par un autre type d'industrie. Alan, concrètement, le consommateur, comment fait-il pour se tenir informé de l'évolution de ces discussions, de ces normes? Parce que Grégory disait qu'il y avait des séances qui finalement étaient publiques, on pouvait y assister apparemment, c'est peut-être pas forcément une information que tout le monde connaît. Du côté de l'EDUS ou du côté d'autres associations, est-ce qu'il y a une base d'information, est-ce qu'il y a un fil conducteur d'information qui est tenu par l'association pour informer le consommateur sur l'évolution de ces travaux? Alors, je dois admettre que je ne suis pas 100% sûr en ce qui concerne le CEN pour l'AFNOR. Je suis 100% sûr qu'on a signé un accord de confidentialité. On s'y est tenu rigoureusement. Franchement, je n'ai pu informer des détails de la démarche que mon CA de l'EDUS, donc du conseil d'administration. Au CEN, je crois qu'on est aussi quand même tenu par un accord de confidentialité. Oui, c'est la même chose qu'au niveau national. Bon, sachant que, effectivement, l'idée d'éviter des débordements éventuels en termes de comportement dans des collectifs comme ça qui ne sont pas forcément d'accord, hein, dans tout travail collaboratif, ça peut arriver. Mais quand on s'engage dans des travaux de normalisation, eh bien, on s'engage aussi on a des droits, mais également des devoirs, et le devoir d'écouter les autres représentants et de ne pas entraver des discussions. Donc voilà. Et nous, en tant qu'organisme neutre, nous sommes garants aussi du bon déroulement des débats. Et voilà. Donc les débordements sont extrêmement rares. Le grand public donc n'est pas invité. Et il faut ajouter qu'au niveau de la Commission européenne, qui travaille aussi sur la mise en œuvre de la directive, bien que la Commission dit que les consommateurs doivent faire partie de cette démarche, eh bien, ils ne sont pas contents de nous voir présents. J'ai participé au nom de l'EDUS à une réunion à la Commission européenne à Bruxelles en juin, si je m'abuse, sur un détail technique, oui, ça concernait les moyens d'information que doivent poursuivre les fabricants pour informer les États membres de nouveaux produits. Nous étions invités, nous y sommes allés. Le président de cette réunion, donc un fonctionnaire de la Commission, m'a demandé qu'est-ce que j'y faisais, que les consommateurs ne devraient pas participer.
Donc vous voyez, ce n'est pas évident. Ils disent que nous devons faire partie, eh bien ils ne nous veulent pas là. Moi, je trouve ça très très intéressant, enfin, de voir le dynamisme qui habite là aujourd'hui votre conversation. Je vois comment dire, la connivence qui existe entre Charlie et Alan, mais tous les intervenants aussi. L'importance des consommateurs dans ces discussions-là, finalement, nous ramène aussi au tout début de la VAP. C'est juste que là, c'est beaucoup plus formalisé puisqu'on est dans des cadres administratifs qui sont très précis. Mais à la base, cette VAP qui est née d'un élan et d'une entente entre eux, le professionnel, le revendeur au début, l'importateur simple des produits chinois et l'amélioration directe qu'il y a eu par rapport au feedback du consommateur. Et cette entente, elle existe encore, cette entente-là. Elle est encore très intense, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de s'amoindrir un petit peu? J'ai l'impression que vous êtes un petit peu tout seul, en fait, en tant que consommateur dans ces réunions-là. Oui. C'est beau. Non, c'est vraiment un sabre laser. Hein, faut pas s'y tromper. En tant que consommateur, absolument, nous nous sentons seuls au niveau de la Commission européenne, au niveau de l'UCEN, parmi les délégations nationales. Il y a des membres qui sont des vapoteurs commerciaux, des commerciaux qui sont vraiment des vapoteurs pur sang. Mais en tant qu'organisation de consommateurs, nous sommes seuls. Nous avons l'appui, c'est clair que nous avons l'appui surtout de la FIVAP. Qui nous aide beaucoup. Nous avons parfois aussi des désaccords. Je ne crois pas que la FIVAP aime trop entendre parler les consommateurs sur la question de prix. Néanmoins, c'est un sujet qui... La raison pour laquelle j'étais à la Commission européenne en juin, qui parlait d'une méthode de notification des fabricants vers les États membres, surtout je voulais connaître le coût. Et les fabricants aussi veulent connaître le coût. Et ceux qui étaient contents de ce qui était proposé par la Commission étaient les filiales de l'industrie du tabac. Ils n'avaient rien à redire. Tandis que j'allais dire les vrais fabricants, c'est injuste parce que je pense que les Sig-alike ont certainement leur place. Mais que ce soit la FIVAP, que ce soit des industriels qui étaient vraiment indépendants de l'industrie du tabac, eux, ils voulaient connaître les coûts. Quel était le coût de ce qui était proposé? La Commission a refusé de le dire. La Commission a refusé de répondre à cette question. Charlie, un mot sur les coûts, justement. Justement, le Danemark, lui, a déclaré qu'il faudrait verser 4 000 € pour déclarer une recette dans une composition PGVG, un taux de nicotine, un arôme de framboise. Vous imaginez bien que si c'est 4 000 € par recette, quand je vois la diversité qu'il y a ici, j'estime la déclaration internationale, en tout cas européenne, des arômes qui sont présents sur ce stand à plusieurs centaines de millions d'euros si on respecte tous les États membres et toute la diversité heureuse, que moi je prétends trouver heureuse, des produits qu'il y a sur ce salon. Donc si les vapoteurs ne se mobilisent pas, les entreprises de fabrication de diversité vont mourir parce qu'elles ne pourront pas payer ce que bien sûr l'industrie du tabac pourra financer aisément avec ces 5 références. J'espère que dans 5 ans, s'il n'y a plus que 5 produits à déguster sur ce salon, de toute façon, une chose sera sûre, c'est qu'il n'y aura plus personne dans ce salon. Vapoteurs, on a vraiment besoin de vous, c'est un message d'alarme, on a vraiment besoin de vous pour faire entendre aux politiques que déclarer un e-liquide ou une cigarette à l'Union européenne devrait coûter, allez, je suis sympa, 1 € symbolique. Peter, vous êtes d'accord avec ce que dit Charlie sur cette nécessité d'impliquer le consommateur, d'une part, dans les discussions et sur le risque du coût que va engendrer ce nouveau cadre réglementaire-là? Vous voyez ça, vous, dans votre milieu professionnel aujourd'hui? Pour ceux qui ne me connaissent pas, avant que mon travail présent ici à Nerudia, j'étais le chef du lobbying chez CITA, qui est l'équivalent anglais de FIVAP. Et avant ça, j'étais lobbyiste pendant 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. J'ai jamais vu quelque chose l'équivalent de ce que j'ai vu dans l'industrie de la vape. Normalement, les relations entre les consommateurs et les producteurs, c'est l'un qui est caractérisé par un conflit. Normalement, les intérêts sont divergents. L'un côté veut gagner de l'argent
et l'autre côté veut changer la pratique de le fabricant. Ici, on a une convergence qui est incroyable. Les intérêts sont pas exactement, mais presque la même. Garder ouvrir le marché, garder l'innovation. On a maintenant une occasion chez AFNOR pour avoir cette conversation ensemble de ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Quels sont nos objectifs? Quels sont les paramètres dans lesquels on peut travailler pour obtenir ces objectifs? Et ça, j'ai jamais vu dans n'importe quelle industrie que j'ai travaillé. J'ai jamais vu ça. Je pense que je vais jamais voir ça dans ma carrière après la VAP. Donc, il faut vraiment garder ce moment proche à nos cœurs. Parce que si on ne fait pas ça, on perd. Et on perd à les industries qui préfèrent que nous n'exigeons pas. Et ça, c'est le message qu'il faut transmettre aux vapoteurs à travers le monde. Même ici, même qu'en Angleterre, même qu'aux États-Unis, il faut vraiment utiliser ces synergies quand il exige. On arrête là. On parle d'économie collaborative aval sur Airbnb, sur Blablacar, tout ça. Là, pour une fois, c'est de l'économie collaborative amont. Je crois que c'est une première. Donc, ouais, cette importance relationnelle entre le consommateur, le professionnel, c'est ce qui finalement, c'est le terreau et le ciment à la fois de cette vape aujourd'hui. C'est très intéressant. On va clôturer cette réunion. Je suis désolé, Grégory, vous aviez fini votre présentation, j'imagine. Bon, voilà. Alors, pour résumer, ces normes CEN ou CEN vont arriver d'ici 2 à 3 ans, si je me trompe pas. Ce sont des normes qui impliquent de nombreux pays, États membres, qui prennent comme base celles établies par la France dans le cadre des normes AFNOR. C'est présidé par la France. On a une présence consommateur, Dieu merci, j'ai envie de dire, européenne, mais malheureusement peut-être pas assez intense, pas assez présente. Et l'intérêt du coup du consommateur, sensibiliser le consommateur encore une fois auprès de son professionnel, de sa boutique, de son distributeur, pour lui dire de s'impliquer dans ces travaux-là, de se rapprocher des organisations professionnelles, quelles qu'elles soient, et quel que soit le pays qui la concerne. C'est très important pour arriver à continuer à faire vivre cette vape telle qu'elle existe et telle qu'on l'aime. Donc voilà, merci beaucoup messieurs pour ces interventions, c'était très bien. C'était la dernière conférence du salon Vape Expo. Bon alors Patrick, je sais pas si Patrick Béduet, non il est jamais dans le coin, mais moi j'aime toujours lui rendre hommage parce que c'est quand même lui qui est à l'initiative de ce salon que je trouve personnellement merveilleux, mais je pense que beaucoup partagent mon avis. C'est encore une grande réussite cette année. J'ai entendu dire au sein de l'organisation qu'il y avait de plus en plus de visites, de plus en plus d'exposants. Voilà, c'est aussi un travail collaboratif qui implique beaucoup de personnes. On a Gilles et toute son équipe en bas à droite. Bon voilà, on n'est pas nombreux pour les applaudir, mais je crois que le cœur y est. On a aussi une cabine de traduction au fond qui font un excellent travail. On a évidemment tous les professionnels qui sont là, la restauration, la sécurité, la Grande Halle de la Villette, tout Paris qui est là, c'est merveilleux, c'est super. Et Guilain on peut aller faire l'amour maintenant. Et Guilain qui lui donne une voix. Merci à toi. Voilà, merci à tous. Guys, I'm really sorry I kept switching languages all the way through that. It was annoying.